Amanda Serumaga qui est connectée virtuellement en ce moment. Les membres du panel qui vont être là pour Maurice et Rodrigue, parce qu'on va être connectés aussi virtuellement avec Rodrigue, les modérateurs, les parlementaires, mesdames et messieurs, en présentiel et virtuellement. Bonjour. En septembre dernier, Genderlinks, avec le soutien de l'UE, a donné le coup d'envoi de ce campagne raisonnée par un questionnaire d'audit sur les genres destiné aux partis politiques de l'île Maurice. Le questionnaire a été envoyé par email à 19 partis et 11 d'entre eux ont répondu et ont fourni des données, mais vraiment très intéressantes. Sur les 11 partis politiques qui ont répondu au questionnaire, 5 ont déclaré avoir plus de 40% de femmes parmi leurs membres. Intéressant. 9 partis sur ces 11 ont créé des sections jeunesse. 7 partis sur 11 ont déclaré écouter la voix des jeunes au plus haut niveau de décision. Un seul parti a une femme à sa tête au cours des 10 dernières années, et à ce jour, il y en a 2 partis avec des femmes en tête, à leur tête, pardon. 2 partis ont eu plus de 40% de femmes candidates aux élections locales. À noter que 6 partis sur 11 ont répondu avoir un quota pour la structure de direction du parti afin de garantir une participation égale de femmes et d'hommes. 8 partis politiques ont une aile féminine et seulement 64% des personnes interrogées ont déclaré que l'aile féminine dispose d'une voix au sein de l'organe décisionnel suprême du parti. Seuls 4 partis sur 11 disposent d'un budget dédié à l'aile féminine. Un seul parti a indiqué qu'il préparait un rapport ou des observations sur la mise en œuvre des documents stratégiques sur l'égalité des sexes. 2 partis prévoient de les faire dans les 12 prochains mois. Mesdames et messieurs, une société socialement inclusive est considérée comme un principe fondamental de la gouvernance démocratique, permettant aux femmes de faire entendre leur voix dans les décisions qui affectent leur vie. La promotion d'un leadership politique accru des femmes et de l'égalité des sexes est une question de développement, une question de droit des personnes et aussi une obligation morale. Des parlements plus inclusifs ont également la capacité de renforcer l'engagement civique et la participation démocratique de leurs citoyens. Un système politique auquel la moitié de la population ne participe pas pleinement limite la possibilité pour les hommes et les femmes d'influencer les décisions politiques et économiques et d'en tirer profit. Partout dans le monde, la politique reste l'une des sphères les plus dominées par les hommes malgré les progrès substantiels réalisés pour atteindre un meilleur équilibre entre les sexes au cours des dernières décennies. Un grand nombre de pays dans le monde ont adopté une forme ou une autre de quotas électoraux
de femmes pour accélérer ce progrès. Mais il faut aussi avoir le renforcement des capacités et l'éducation des électeurs. Et toujours primer sur la compétence des hommes et des femmes. Les hommes ont un rôle clé à jouer pour égaliser les chances. Nous avons besoin d'alliés masculins, car les hommes sont les gardiens de bon nombre de ces portes. Et nous avons donc besoin d'hommes pour ouvrir les portes et aider les femmes à remporter ces sièges. Il s'agit au fait de construire une meilleure démocratie pour tous. Les hommes aussi, bien que les femmes, ont besoin d'être rééduqués car ils sont malheureusement victimes de l'éducation patriarcale qu'ils ont reçue. Les chiffres les démontrent avec 20% de femmes au Parlement, 13% au cabinet ministériel et 3 sur 24 femmes ministres. Au niveau de la collectivité locale, nous avons une action positive, Affirmative Action, d'un tiers de chaque sexe comme candidat. S'il y a une volonté politique adéquate, il n'y a absolument rien qui puisse empêcher un quota de 50-50 lors des prochaines élections municipales qui va se faire très bientôt. Il est temps d'apporter un quota de 50-50 pour les élections nationales aussi, qui auront lieu dans 2 ans. Il est grand temps, mes amis, de faire du lobby pour que nous puissions avoir ce 50-50 becomes reality. Vous verrez dans vos sacs que Gender Links a bien récemment préparé avec beaucoup d'informations. Il y a une fiche d'information sur des données pour Rodrigue et pour Maurice. Et maintenant, j'invite Son Excellence, M. Vincent Moser, à s'adresser à l'auditoire et à ouvrir le symposium. Merci. Bonjour à tous et à toutes, en présentiel comme en distanciel sur les écrans. Mesdames et messieurs les membres du Parlement mauricien et de l'Assemblée régionale de Rodrigue, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, Son Excellence Madame Christine Hunotony, coordinatrice résidente des Nations Unies, ainsi que ma collègue Amanda Serumaga de UNDP, Madame Chirine Mewoti-Sifra, écrivaine, avocate, ex-ministre des droits de la femme et également ambassadrice de bonne volonté de l'Union européenne pour notre programme Rise and Shine. Mesdames et messieurs les membres de la presse, bien sûr, cher ami Anouchka Gomissani et l'ensemble des membres de sa vaillante équipe de Gender Links, distingués invités, membres de la presse. Raisonner, mais être sérieux. C'est le percutant slogan qui a été choisi pour la campagne et pour ce symposium 50-50 organisé par Gender Links. Celui-ci a un objectif tout à fait clair et sans ambiguïté. Promouvoir la participation des femmes en politique et plus généralement dans les sphères décisionnelles de la société. Je suis donc particulièrement honoré et très heureux d'être là ce matin avec vous pour participer à ce symposium 50-50 qui va nous permettre de débattre et d'échanger nos points de vue sur cette question fondamentale de la parité, de la place de la femme dans nos sociétés. En effet, nous restons tous convaincus que la participation, comme Anouchka l'a rappelé tout à l'heure, la participation équilibrée entre hommes et femmes est essentielle pour une démocratie efficace et participative. Qu'elle est un gage souvent de bonne gouvernance et que cet équilibre homme-femme participe de la confiance des citoyens et des citoyennes
dans nos institutions démocratiques. Les femmes donnent la vie et en connaissent le prix. Dès lors, elles sont généralement d'inlassables artisans ou artisanes de la préservation ou de la restauration de la paix dans le monde. Car en ces temps de guerre, que ce soit en Ukraine, au Sahel ou en Afrique centrale, elles et leurs enfants sont souvent, et intentionnellement d'ailleurs, les premières victimes des exactions, des viols, des crimes que commettent les armées des envahisseurs et de leurs mercenaires. Pacifier nos sociétés, remplacer la confrontation par la coopération, favoriser l'inclusion et la participation, permettre à chacun et à chacune de s'exprimer, d'avoir sa place et sa juste place. Ce processus est, partout dans le monde, forcément un travail constant et un travail de longue haleine. Il passe par une sensibilisation de l'ensemble de nos sociétés pour surmonter les éventuelles rigidités et les blocages socioculturels hérités des pesanteurs et des traditions du passé. Ce processus et multiple passe donc par le débat et parfois même par le combat des femmes comme la suffragette Emmeline Pankhurst au siècle dernier, ou plus près de nous par Simone Veil, pour que les femmes aient aussi la maîtrise de leur corps et de leur sexualité. Afin de soutenir ce débat, l'Union européenne est heureuse d'apporter son soutien tant moral que financier, puisque nous nous engageons sur le long cours, sur une période de 4 ans, aux côtés de Gender Links, afin d'encourager et si possible d'acter la participation et le leadership des femmes dans la politique comme la vie économique et sociale à Maurice et à Guadeloupe. Chacun de nous est bien sûr conscient que le rôle des institutions et des autorités reste et doit être déterminant dans ce processus. Nous pouvons donc saluer l'initiative prise par le Premier ministre en mars dernier avec le lancement de la politique nationale sur l'égalité des sexes 2022-2030 qui a été préparée d'ailleurs, je le signale, en concours avec nos amis et collègues des Nations Unies. Cette politique établit la vision du gouvernement et le cadre pour construire une société plus inclusive. Je rappelle aussi ici, devant nos amis parlementaires, qu'il y a aussi l'existence du fameux Gender Caucus au sein du Parlement mauricien. Alors, comment promouvoir la participation des femmes dans nos sociétés comme en politique? L'objectif de développement durable numéro 5, fixé au plan mondial par nos collègues des Nations Unies, concerne non seulement l'égalité entre les sexes, mais il vise aussi à assurer l'autonomisation des femmes et des filles et à mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes et les filles dans le monde. La situation, mesdames et messieurs, diffère évidemment d'un pays à un autre. Dans certains pays, heureusement plus rares aujourd'hui, mais il faut le rappeler, les femmes n'ont parfois pas accès ou un accès très limité à l'éducation ou à la liberté de mouvement. Et elles ont évidemment encore moins la possibilité de prendre part aux décisions politiques. Mais les choses changent, et parfois rapidement. Alors que la moyenne mondiale est aujourd'hui de 26% de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux, certains pays se distinguent, comme le Rwanda ou Cuba, qui font beaucoup mieux que la moyenne. Le Rwanda figure ainsi largement en tête du classement avec 61% de femmes siégeant au Parlement national, suivi de Cuba avec 53,4%. Et on pourrait citer le Mexique, le Nicaragua, les Émirats arabes unis et d'autres qui sont au-delà des 50%. Je signale ces pays-là et ces chiffres parce qu'il n'y a pas de corrélation, je crois, entre le niveau de développement et le niveau de représentation des femmes également au Parlement. Donc je crois que c'est important de faire ce point également dans le débat. Dans la zone Europe, le pays avec le Parlement le plus féminisé est aujourd'hui l'Islande, avec 47,6%, tandis que la France, on a des élections, on aura d'autres élections d'ailleurs bientôt, a aujourd'hui une proportion de femmes à l'Assemblée nationale qui est de 39,5%, donc très proche, je dirais, du seuil un peu fatidique des 40%. Maurice a certes progressé ces dernières années, passant de 11,6% en 2014 à 20% en 2019. Le taux, je le rappelle, était de 5,7% en 1983, soit, si on fait le chiffre, on est à près de 15% de progression en l'espace de 50 ans. La question posée, qui sera débattue ce matin dans les ateliers, est donc de savoir comment et à quel rythme arriver au seuil de 30% ou comment doubler la mise et atteindre éventuellement 40%. Que faire au niveau des partis politiques? Que
que faire au niveau de la loi électorale? Car nous avons bien sûr tous conscience que les femmes représentent aujourd'hui 51% de la population nourricière. Raisonner, mais même sérieux. Si l'on souhaite donc rendre la société plus inclusive, il faut impérativement que lors de l'élaboration des textes législatifs et de leur adoption, les femmes aient voix au chapitre. Peut-on raisonnablement imaginer que des textes sur le droit des femmes, sur leur autonomie, voire sur leur sexualité, donc là, ce sont évidemment les premières concernées, seraient majoritairement, voire très majoritairement conçus, rédigés et adoptés par un groupe constitué principalement d'hommes? Alors je pose la question, et si c'était l'inverse, comment réagir? Personne ne met, je crois, en doute le fait que les femmes ont le potentiel pour être pleinement partie prenante aux décisions qui ont un impact direct ou indirect sur leur vie, sur celle de leur famille, et par extension sur la société en général et sur l'avenir du pays. Alors pourquoi risquer de gaspiller cette ressource si nous sommes tous convaincus que les femmes ont la capacité requise pour contribuer, au même titre que les hommes, à un développement plus inclusif? Oui, pourquoi ne pas mettre à profit toutes les ressources disponibles pour relever les défis actuels et futurs auxquels nous sommes confrontés, de la pandémie du coronavirus, d'ailleurs les femmes étaient souvent les frontliners, on va le rappeler aussi dans ce contexte-là, à la sauvegarde de notre planète ou à la lutte contre la pauvreté et la faim. Alors, que fait l'Union européenne dans ce contexte? La parité, vous l'aurez compris à travers mes propos, est un élément, une priorité politique de l'Union européenne, qu'il s'agisse de nos politiques internes comme de notre politique extérieure. Cependant, pour que cette parité devienne réalité, il faut impérativement des engagements fermes et concrets. Ce n'est en effet qu'à travers de tels engagements que l'Europe parvient à avancer dans ce domaine difficile et complexe. Permettez-moi de mentionner à ce titre rapidement quatre éléments. Le premier, je crois, c'est de se donner des objectifs réalistes tout en étant ambitieux. À titre d'exemple, pour briser le plafond de verre de l'équilibre entre femmes et hommes dans les conseils d'administration, la Commission européenne a adopté une directive en 2012. Elle fixe comme un objectif de minimum de 40% de membres non exécutifs de sexe sous-représentés dans les conseils d'administration. Deuxième élément, mettre en place les instruments et les mécanismes pour atteindre ces objectifs. Ici, je vais aborder le sujet souvent controversé, mais un petit peu délicat, des fameux quotas par rapport versus les seules mesures incitatives. En reprenant l'exemple que je mentionnais tout à l'heure de la directive de 2012, on observe que 7 États membres sur les 27 ont introduit des quotas et des mesures contraignantes pour atteindre ainsi, et qui ont permis ainsi d'atteindre un taux de 37,6% de femmes au conseil d'administration, soit une progression de plus de 3% par an. 9 États membres sur les 27 n'ont pris que des mesures incitatives et 11 n'ont pas adopté de mesures ou uniquement des mesures à caractère très général et assez vague, et ont eux atteint le score de 24,3%, soit une progression de seulement 0,7% par an. Conclusion qu'on peut tirer, avec des quotas, on a progressé 3 fois plus rapidement. Voilà. Je livre simplement ces chiffres qui restent à confronter et à méditer. Troisième élément, partager les bonnes pratiques, rechercher l'adhésion de tous et assurer un suivi et un monitoring constant. Permettez-moi de citer 2 outils à ce titre-là, la plateforme européenne de la charte des diversités et l'indice européen de la diversité des genres. Sur la charte des diversités, je voudrais simplement signaler qu'elles sont là pour encourager les organisations signataires, en général des entreprises publiques, des entreprises privées, des associations, des ONG. Elles sont 12 000 au niveau européen et emploient près de 20 millions de personnes en Europe. On les incite effectivement à mettre en place volontairement des politiques de diversité et d'inclusion. L'indice européen, quant à lui, des diversités des genres, c'est une démarche qui permet à 600 entreprises qui sont cotées en bourse au niveau européen à se donner des objectifs précis en matière d'inclusion et assurer un monitoring précis année par année sur l'évolution effectivement et la mise en œuvre de ces politiques publiques. Quatrièmement, et je termine par là, gérer par l'exemple et démontrer que c'est non seulement possible, mais que c'est efficace. L'affichage donc et l'administration et la démonstration. C'est le cas, et je prends encore une fois l'exemple de la Commission européenne avec la présidente Mme von der Leyen. Par ailleurs, lorsqu'elle a constitué son équipe,
elle a demandé à chacun de nos États membres de lui soumettre 2 candidats, un homme et une femme. Et elle a ainsi constitué une équipe avec, de 27 évidemment, avec 13 femmes, dont elle, la présidente, et 14 hommes. Donc on a un équilibre 48-52, si je puis dire, en termes de pourcentage. Mais évidemment, Mme Van der Leyen n'est pas un cas isolé. On peut aussi citer Mme Lagarde à la Banque centrale ou encore Mme Metsola, qui a récemment été élue par ses pairs à la tête du Parlement européen. Alors que fait l'Union européenne pour promouvoir la parité à Maurice? Depuis 4 ans, nous avons établi, comme vous le savez, un dialogue politique annuel sur le genre avec le gouvernement. Et ce cadre, qui est d'ailleurs assez unique de travail, nous donne l'opportunité de promouvoir ces valeurs d'égalité et de non-discrimination dans le pays en travaillant notamment sur le cadre légal avec le gouvernement et les ministères, comme ce fut le cas pour la Children's Bill et comme c'est le cas sur d'autres textes actuellement, que ce soit la Gender Bill, la loi sur les personnes handicapées ou sur la question de l'adoption. Récemment, nous avons aussi financé une étude, mise à jour en fait, portant sur le Gender Country Profile de la République de Maurice. Ce profil documente les progrès accomplis vers la réalisation de l'égalité des sexes et examine dans quelle mesure la République de Maurice a ou n'a pas été en mesure de combler les écarts entre les sexes et à promouvoir l'autonomisation des femmes conformément aux diverses conventions régionales et internationales que Maurice a ratifiées. Grâce à ce gender profile, nous serons mieux en mesure d'identifier les domaines spécifiques qui nécessitent une intervention ciblée où l'inégalité entre les sexes reste un défi. Vous voyez, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de sujets à débattre ce matin. Pour le débat, par le débat, par l'échange d'expériences, nous pouvons sûrement ensemble progresser. Je félicite donc une fois de plus GenderMix de susciter ce débat et je souhaite qu'il débouche sur des engagements concrets en faveur de la participation des femmes dans la vie politique et sociale de Maurice. Pour reprendre le slogan de ce symposium 55 ans, raisonner, mettre sérieux. Et comme le dit aussi à juste titre ma présidente, et je termine par cette citation de Mme Van der Leyen, dans nos sociétés, nous ne pouvons atteindre notre plein potentiel que si nous utilisons tous nos talents et toute notre diversité. N'utiliser que la moitié des ressources, la moitié des idées, la moitié de l'énergie créatrice n'est ni satisfaisant, ni suffisant. Merci. Merci beaucoup Vincent Deger, Votre Excellence, l'ambassadeur de l'Union européenne à Maurice. Merci de nous avoir rejoints sur le panel. Nous allons vous écouter un peu plus tout à l'heure au cours des débats et je profite de l'occasion pour saluer les panélistes aujourd'hui que je présente d'ailleurs. Johanna Béranger du MMM, Monsieur Dave Sanassi, co-leader de l'Union LEPEP mauricien, et puis Madame Aruna Polton, Avancée Maurice, En avant Maurice, et ma collaboratrice, co-animatrice que je salue, Géraldine Geoffroy de Radio One. Bonjour Abraham Supol, plaisir partagé d'être avec vous ce matin. Donc à ma gauche, il y a Adrien Duval du PERMSD, Subhashini Lutchman-Roy du MSM et Stéphanie Anquetil du Parti travailliste. Et avec nous de Rodrigue, nous avons aussi Marie-Christiane Agathe, commissaire des femmes à Rodrigue, et Ravina Joseph Varog, commissaire des jeunes et des sports. Merci Géraldine. Voilà, on a 4 thèmes aujourd'hui. D'abord Géraldine, je profite pour saluer aussi tous les participants aujourd'hui en présentiel et tous les participants qui sont en distanciel, en ligne, de par le monde, n'est-ce pas Anouchka, pour participer à ce symposium. Aujourd'hui, il est question de raisonner, Medenseaye. Eh bien, pourquoi? La question, c'est l'égalité des genres et l'inclusion des jeunes. Tout d'abord, je vais vous dire, nous avons 4 sujets clés parce que ces sujets se sont avérés comme avoir une incidence directe sur la réalisation de ces objectifs qu'on s'est fixés aujourd'hui. Examinons d'abord notre système électoral, le système uninominal à un tour, first past the post, c'est ça, simple, facile à comprendre, utilisé par un tiers du monde, particulièrement dans les joutes électorales qui sont généralement bipartites,
mais d'un autre côté, un système où tous les suffrages exprimés pour le parti ou les partis qui perdent les élections, même si c'est plus de 50% des fois, donc tous ces votes-là, tous ces suffrages-là sont perdus, alors que si on avait un système mixte, ça aurait peut-être permis de trouver une solution pour une meilleure inclusion des femmes, inclusion des jeunes, inclusion des minorités. Donc nous avons 20 minutes pour discuter de tout ça. On aurait souhaité avoir un peu plus parce que c'est des sujets très vastes. Malheureusement, nous avons un titre indicatif, 2 minutes et demie par intervenant. Tout de suite, je pense que le PMSD, n'est-ce pas, Adrien Duval, a beaucoup réfléchi sur le sujet, notamment au cours des débats. Donc si c'est bon avec tout le monde, on laisse un homme lancer les débats. Oui, je commence. Je vous donne un micro. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous les invités et à ceux qui nous suivent en visioconférence. Donc, la question du first past the post, effectivement, est un système qui est assez inégal en termes des votes qui sont recueillis par les partis, en termes de représentation. Mais sur votre document que vous avez partagé, vous identifiez vous-même une réalité à l'inverse. C'est que généralement, les candidats sont choisis sur une base ethnique et généralement, les votes sont exprimés sur cette base. Le problème de la représentation proportionnelle, c'est de pouvoir garantir aussi, avant tout, la représentativité des minorités suffisamment. Donc, c'est un problème auquel tous les partis politiques réfléchissent. Il y a des solutions, bien sûr, mais le premier critère, ensemble avec la représentation des femmes, reste aussi la garantie de représentation des minorités. Comment atteindre un équilibre parfait? Nous pensons qu'une dose proportionnelle, comme il est le cas à Rodrigue par exemple, est quelque chose qui peut marcher. Il y a eu des amendements qui avaient été proposés quand j'étais au Parlement en 2018, si je ne me trompe pas, par le mouvement socialiste militant. Le seul problème, c'est que sur la forme qu'il était présenté, c'était au leader de choisir qui il allait mettre sur la liste de la base de la proportionnelle. Et ça, c'est pas démocratique en lui-même, parce qu'il n'y a aucun critère qui est respecté. Donc, pour répondre sur le système du first past the post, premièrement, pour moi, pour résoudre le problème dans l'immédiat, il faut que chaque parti puisse s'adhérer à s'engager à avoir au minimum un tiers des femmes pour une élection nationale. Si vous voyez en 2014, par exemple, nous au PMSD, nous avions plus d'un tiers des femmes élues au Parlement. Donc ça, c'est la première chose. Malheureusement, on voit que les résultats des élections villageoises, par exemple, montrent que même s'il y a un quota qui est imposé, même s'il y a 30% de candidates femmes, il y a un problème de culture parce qu'elles sont sous-représentées au sein des conseils villageois, donc elles ne sont pas élues. Donc le problème aussi, pour moi, le plus gros problème, c'est de tackler avant tout la culture de vote qui suivra automatiquement parce que les partis politiques veulent mettre des candidats qui vont être élus. Avant tout, c'est le premier critère. Si c'est un vote ethnique, il faut mettre quelqu'un il faut mettre un candidat malheureusement qui a plus de chances d'être élu. Si maintenant il y a un bias vis-à-vis des femmes, c'est pour moi la suite logique que nous retrouvons une prédominance d'hommes et malheureusement. Donc pour moi le plus gros travail c'est avant tout de travailler sur la culture de vote. Et puis tout le reste suivra. Et je sais qu'on va aborder le système de quotas. C'est ce que je voulais dire. Et effectivement, il y a pas mal de sujets qu'on va aborder, notamment, merci Adrien Duval, Stereotyping Politics as a Men's World, Leadership and Capacity Building. C'est un des thèmes de ce symposium aujourd'hui, n'est-ce pas, Géraldine? Et puis, voilà, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Johanna Béranger, avant qu'on passe à Rodrigue, peut-être le MMM aussi a fait pas mal de réflexions sur la représentativité proportionnelle aux élections. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un secret pour personne que le MMM a toujours été en faveur d'une réforme électorale avec une dose de proportionnelle.
Nous avons toujours proposé jusqu'à l'heure 20 élus à la proportionnelle. Et on pense qu'une dose de proportionnelle est importante pour une meilleure représentativité en général, pas seulement des gens, mais des milieux sociaux, des professions, des communautés, etc. Et on pense également que le système First Past the Post est dépassé aujourd'hui, a montré ses limites. On a eu des 60-0 dans l'histoire qui ont mis des grands déséquilibres, comme Adrien l'a mentionné avant moi, qui ont montré qu'il y avait une grande disparité entre le nombre de sièges et le nombre de suffrages recueillis. Notamment, je regardais ça hier, en 1991, le MSM et le MMM avaient eu 57 sièges, le Parti travailliste 3 sièges, pourtant le Parti travailliste avait 39% des suffrages et le MSM et le MMM 55%. Donc je crois qu'il y a quand même un grand consensus sur le fait qu'il faudrait réformer ce système-là et amener un système mixte, notamment une dose de proportionnelle. Si je ne me trompe pas, on était presque tous d'accord sur 20 élus. Après, comment choisir ces 20 à la proportionnelle, ça c'était autre chose. Mais, et on aurait pu effectivement faire un système 100% représentation proportionnelle où on aurait peut-être eu une meilleure représentativité des femmes, mais la représentativité n'est pas l'unique critère. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête aussi, c'est que notre grande force du système First Past the Post depuis 1968, c'est d'avoir permis une majorité stable, d'avoir permis de gouverner en tranquillité sans avoir le stress qui est tout le temps des transfuges, etc. Ça aussi, c'est une grande force. Donc, il y a eu aussi beaucoup de difficultés à réformer. Il y a eu la commission Sachs en 2003, je crois. Il y a eu Carson en 2010. Donc, il y a déjà une difficulté à trouver un consensus. Une dose de proportionnelle serait déjà un premier pas. En tout cas, le MMM est un parti progressiste qui veut un changement graduel mais profond. Donc, je pense que ça serait intéressant de faire ce premier pas-là d'abord, d'instaurer une dose de proportionnelle. Et ensuite, on verra si ça nécessite plus que cela. D'autant plus qu'on sait que changer le système électoral ne suffit pas pour que les femmes soient mieux représentées. Il faut que les partis politiques, on arrivera avec ça dans le deuxième thème, les partis politiques ont leur rôle à jouer. Et aussi, il y a un travail à faire sur le corps social pour que les femmes puissent mieux émerger. Voilà. Alors justement, donc nous parlons d'un système mix après Super. Nous allons maintenant prendre la direction de Rodrigue, peut-être Marie-Christiane Agathe, qui est la commissaire donc, des femmes à l'Assemblée régionale, qui pourra nous éclairer, parce que je pense que Maurice a quand même quelques exemples à prendre sur Rodrigue quand on voit la comparaison entre le First Past the Post, les résultats du mois, donc, et le système mix sur lequel s'est déroulé les élections, les dernières régionales à Rodrigue. La différence est claire pour les législatives sur le système First Past the Post. Donc, il y a 0 femme élus, donc, et pour les élections régionales, il y a eu quand même 28% en 2012, 0 en 2014 pour les législatives, en 2017, 24% de femmes à l'Assemblée régionale, et la dernière élection donc, de cette année, 29% de femmes quand même élues pour ces élections régionales à Rodrigue. Marie-Christiane Agathe, bonjour. Bonjour à tous. Alors, donc, peut-être nous expliquer comment ça se passe, quelle est votre lecture donc, de ces différences dans ces deux systèmes, le First Past the Post et le système mix que l'Assemblée régionale de Rodrigue a adopté. Merci pour la parole. Tout d'abord, je tiens à excuser l'absence de mon collègue, M. Maman Ramina, qui a eu un accouchement de dernière minute. Tout d'abord, à Rodrigue, on a un système électoral mixte, dont 12 députés sont élus par le système First Past the Post et 5 députés élus par le système proportionnel. Aux dernières élections 2022, nous avons élu 3 madames par le système First Past the Post et 2 proportionnels. L'Assemblée régionale de Rodrigue, en 2007, a amendé que chaque parti doit avoir un tiers de dames.
dans chaque partie. Et je constate Petit problème dans les différents partis qui ont pris part aux élections 2022, par exemple, l'UPR, NIR, sur la liste proportionnelle, on a 37,8% de dames et on direct 33,3% de quota entier. Tandis que pour l'Alliance Rodriguez, on a eu 41,7% de dames proportionnelles et 33,3% direct. Et pour le parti Mouvement Rodriguez, on a eu 50% de dames proportionnelles et pour direct 58,3%. Tandis que pour l'OPR, on a eu 62,5% proportionnel de dames et 33,3% direct. Je constate que dans les trois partis, notamment OPR, NIR et l'Alliance Rodriguez et OPR, ils ont juste accepté le 1/3 de dames. Tandis que pour le mouvement Rodriguez, il a eu plus de 58,3%. Merci. Voilà, merci Marie-Christiane Agathe. Donc voilà, Rodrigue, c'est un bel exemple, n'est-ce pas, Géraldine? Parce qu'on a vu la représentativité proportionnelle à l'œuvre et rétablir l'équilibre pour les femmes directement, comme ça. Mais en même temps, comme l'a dit Johanna Béranger, Rodrigue est aussi un exemple de ce... je vais dire, l'écart est très serré, hein, Rodrigue, quand même. Et je pense qu'éventuellement, dans un système comme Maurice, ça pourrait peut-être éventuellement apporter une petite dose d'instabilité. Je ne sais pas. Dave Sanassi, vous voulez intervenir? Est-ce que vous pouvez nous partager votre avis sur le sujet? Merci, Brahim. Bonjour à tous et à toutes. Donc, déjà, je corrigerai quelque chose que tu as dit, Brahim, par rapport aux 30% des pays par rapport au First Port of Post. Maurice, on n'est pas tout à fait pareil. On parle souvent le modèle westminsterien. Mais en Angleterre, il y a un seul élu par circonscription et par free first post. Okay? Donc ça, c'est une chose. Deuxième, Adrien avait parlé de quelque part de l'ethnicité, de représentativité des minorités. Okay? Donc nous, au niveau de l'Union mauricienne, ce que nous proposons, en premier, c'est un redécoupage électoral, plus une dose de proportionnel qui va avec. Donc imaginons que nous avons 40 circonscriptions et un élu par circonscription et 20 élus par la méthode de la proportionnelle. On pourrait aussi avoir, comme le Canada est en train d'étudier actuellement en matière de proportionnalité, d'avoir 10 élus par rapport au genre, basé sur un mix de proportionnel et de genre. Donc il y a différentes méthodes. Il n'y a pas que les méthodes existantes, mais tout ça, c'est des débats qu'il faudrait que les partis politiques et la société civile, pas que les partis politiques présents dans le Parlement, discutent. Parce que les partis politiques présents dans le Parlement, ils vont toujours, comme ça a toujours été, trouver un modèle pour préserver le système. Donc c'est important quelque part que la société civile, dans son ensemble, soit présente. Jadonix fait un super travail et je vous félicite. Donc voilà, mon point, c'est des débats, discussions élargis pour pouvoir trouver une solution pour le futur. Merci. Merci beaucoup, Desanassi. Aruna Houghton, vous voulez dire quelque chose? Bonjour à tous. Moi, je voulais dire seulement, étant donné que je suis dans un parti politique qui est tout nouveau, En Avant Maurice, on se dit que le système électoral aujourd'hui est un système qui date de, je ne sais plus combien d'années, plus de 50 ans, et qui est totalement archaïque et qui conforte des stéréotypes, c'est-à-dire que est-ce qu'on est aujourd'hui, en 2022, cela remet en partie notre mauricianisme. Est-ce qu'on ne peut pas, si on continue à utiliser ce système avec le best loser system, où il y a des représentations par rapport à des ethnies, comme Adrien Duval vient de mentionner, ben nous confortons ce clivage ethnique. Est-ce qu'on veut continuer dans cette direction? Et je pense que quelque part, on a besoin de prendre la chose de façon différente. C'est de dire,
allons présenter des candidats. Est-ce qu'on ne peut pas présenter 3 candidats femmes, par exemple, dans une circonscription? C'est déjà mieux. Et est-ce que, quand on le fait à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas représenter, justement, dans des circonscriptions dites d'une certaine ethnie, est-ce qu'on ne peut pas mettre des candidats d'autres ethnies? Je sais que ça a été fait dans le passé. Cependant, il faut le faire de manière systématique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se dire, ben non, on a besoin d'avoir tant de musulmans, tant d'hindous, tant de... C'est dépassé. Nous avons un census qui date de 1972, si je ne me trompe. Ça a changé depuis. L'équilibre entre les différents groupes religieux a changé. Mais pourquoi continuer à perpétuer avec un système qui perpétue le clivage ethnique? Il faut au contraire faire les choses de manière différente une fois pour toutes. Depuis je ne sais plus combien d'années, depuis que je suis toute petite, j'entends réforme électorale. Réforme électorale, l'autre qui vient. Mais cette réforme électorale, c'est quoi? C'est une utopie, ça va arriver during our lifetime, ou bien ça restera quelque chose qu'on aspirera. Quand arrivé un moment, maintenant nous sommes en 2022, il est temps de se dire, pour les prochaines élections, et là je fais un appel aux partis justement traditionnels qui sont ceux pourvoyeurs de vote, de réfléchir à faire les choses de manière différente. Parce que sinon, on va rester l'année prochaine, on va se rencontrer en 2020 et on va parler de la même chose. Et ça ne sert à rien. Il faut qu'on essaye à un certain moment. Une réaction peut-être d'Adrien Duval? Si je peux. Malheureusement, moi, il ne faut pas don't shoot the messenger. Si on met une certaine caractéristique, c'est pour plaire à l'électeur. La question, c'est pourquoi l'électeur vote ainsi. Ça, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Je suis d'accord qu'il faut amener une réforme électorale. Nous sommes tous d'accord. Pourquoi ça n'a pas marché en 2018? Parce que ça ne faisait pas partie d'un programme électoral. C'était le même programme. Donc, le problème, c'est que ça ne faisait pas partie. On ne peut pas faire ça dans le dos de la population. Il faut venir avec un programme clair. Je vais vous donner un exemple. 2018, c'est dans votre rapport le financement. Les femmes sont dépourvues de financement. Nous maintenons qu'il faut un financement par l'État. Comme ça se fait dans tous les grands pays démocratiques, pour assainir, premièrement, assainir la scène politique, premièrement, pour arrêter le trafic d'influence, etc., etc. Mais surtout pour permettre aux femmes et aux jeunes, le plus grand handicap aujourd'hui, d'être candidats à l'élection. Parce que le financement est garanti à un certain niveau. Je suis d'accord avec tout ça. Moi, pour vous répondre, je suis d'avis qu'il faut ramener un débat clair, et à la prochaine élection, il faut que chaque parti politique ou chaque alliance définisse clairement quel est son projet de réforme électorale. Que ça se fasse devant la population, pas dans le dos, comme ça s'est fait en 2018. C'est pour ça que c'était voie à l'échec, parce qu'il fallait amender la Constitution, et aucun autre parti n'a voté. Parce qu'on n'était pas partie prenante dans l'architecture de ce programme. Donc, convaincre, commencer une consultation, tant mieux, moi je suis partant, nous sommes tous partants ici, mais que chaque parti, chaque alliance s'engage à emmener un programme, qu'il soit défini avant les élections. C'est ma seule chose. Voilà. Merci beaucoup Adrien Duval, et je pense que là, Anouchka Virasamy, je pense que dans le discours d'Adrien Duval, il y a ce côté participation de tout le monde. Donc ça doit être inclusif, même la réflexion doit être inclusif parce que ça demande un changement de culture. Et voilà, c'est quelque chose que je pense que vous avez poursuivi dans le sondage raisonné. Et je vois que je vois des dames qui ont... Alors, il y a Sébastien, je vois qui est impatiente de s'exprimer sur cette question, surtout après l'intervention d'Adrien Duval. Bonjour à tous, merci Géraldine. Alors, non, juste pour rebondir, parce que en tant que jeune femme parlementaire, je crois qu'avec les changements de 2014, 2019, les élections, on est à 20% de femmes au Parlement. Ce qui est une bonne chose. Et moi, je salue justement l'initiative de GenderLinks, parce que pourquoi? On s'est réunis ici, over and above politics, ça c'est pour gender. En 2018, quand le Premier ministre came to the House to bring forward the bill, the Constitution Amendment Bill,
c'était très bien défini par rapport aux quotas, par rapport à tout ce qui est système électoral. Déjà, notre constitution même, si je ne me trompe pas, c'est déjà pas trop correct, section 3, si je ne me trompe pas, « should not be discriminated par rapport à your creed, caste, gender, etc. » Alors, j'ai essayé de comprendre, parce qu'on fait le débat par rapport à, en tant que femme. On a essayé de parler, moi et ma collègue aussi, très souvent dans des réunions informelles avec des personnes qui ne sont pas dans la politique pour dire que, écoutez, on a plus besoin de femmes. Mais pourquoi plus de femmes, pourquoi pas plus d'hommes? Déjà, il faut changer cette mentalité. C'est plus de méritocratie, plus de femmes qui sont compétentes, plus de femmes qui peuvent vraiment faire la différence. Je crois que ça aussi, c'est important. C'est pas que quota, oui, mais avec quelque chose de plus concret aussi. Maintenant, le Constitution Amendment Bill, qui était présenté en 2018, c'était quand même très bien établi par rapport à tout ce qui est les études qui avaient eu lieu, parce que moi, j'avais même mis une question au Parlement en 2020, où on m'a fait comprendre qu'il y avait plusieurs rapports. Il y avait des rapports Citanen, qui avaient fait des recherches, il y avait un Select Committee en 2004, Caucasian Report 2011, Consultation Paper on Electoral Reform 2014. Et pour nous, en 2014, il y avait même, je crois, Electoral Reform Proposal de Mauritius Labour Party et MMM. Et pour nous, au sein du MSM, ça reste notre priorité, parce que depuis 2014, ça a été sur notre programme électoral pour avoir plus de femmes. Plus de femmes. On a emmené des changements pour le Local Government Act, pour avoir plus de femmes pour les élections municipales, villageoises. Pour Rodrigue, c'est la même affaire. Et là, il y a cette volonté du parti pour amener plus de femmes. On a mis quarantaine de femmes pour les élections générales, mais on n'a reçu que, je crois, 16 ou 20 qui ont été, comme si, elected to sit in the parliament. Comme l'honorable Béranger l'a dit, je crois que cette mentalité aussi doit changer dans notre société par rapport à tout ce qui est get the woman there. Et vous avez même parlé de la circonscription, des circonscriptions où il faut changer, c'est vrai, cette mentalité où il n'y a pas de femmes, parce que c'est telle ethnie. So I think we need to raise above all this and vraiment amener un changement. Mais si vous allez voir le Constitution Amendment Bill qui a été présenté en 2018, c'était très bien établi et très clair aussi. Voilà. Merci Subhashini Roy Lachman, ce qui nous amène justement à notre deuxième thème. Paul, je vais sur ce deuxième thème, justement, on va enchaîner avec Stéphanie Anquetil. Donc l'objectif de Gender Link et de ses partenaires initiateurs de ce débat, justement, raisonner, métancier. Donc l'objectif, c'est d'arriver dans l'idéal à une représentativité égale homme-femme, un ratio de 50-50. Certes, l'imposition légale de quotas a fait ses preuves en plusieurs pays, mais est-ce la bonne formule aujourd'hui pour notre société, donc en 2022? Lors des dernières législatives, donc plusieurs intervenants ont parlé de ça, on se souviendra qu'en dépit d'une loi rejetée sur un semblant de réforme pour une meilleure représentativité féminine, entre autres, la plupart des partis politiques en lice s'étaient assurés de moins un tiers de femmes sur leur liste de candidats. Et ce n'est pas pour autant que cette proportion se reflète dans la composition du Parlement. Stéphanie Anquetil, justement, vous, donc sur ce panel, qui êtes la plus ancienne des politiciennes ce matin. En tant que femme, je veux dire. Voilà. Qui a connu quand même plusieurs élections et que... Les femmes qui sont sur le panel aujourd'hui, comprenez-moi bien. J'ai le sens du mot, Géraldine. Ouais. Alors, bonjour à tous, bonjour monsieur l'ambassadeur, les collègues, la presse, les amis qui sont là. Alors, je pense que dans le fond, tous les leaders politiques sont en faveur, ils sont d'accord qu'il faudrait plus de représentation de femmes au sein du Parlement mauricien, au sein des collectivités locales et au sein des districts. Mais je crois que vous avez, ceux qui ont parlé avant moi, vous êtes concentrés sur 2018. Je voudrais retourner encore en arrière et venir sur l'année 2014. Je pense que c'est important que je rappelle qu'en 2014, pour corriger justement les inégalités du first past the post system, le Parti travailliste au gouvernement, je précise, avait proposé une réforme électorale à venir. Okay, je suis d'accord, il y a eu une proposition en 2018, tout à fait, mais il est bon de rappeler qu'il y a eu aussi
une réforme électorale qui a été proposée en 2014 avec une dose de proportionnel. Et puisque justement, nous sommes tous d'accord que l'introduction d'un système mixte aurait donné justement la possibilité, sur une base proportionnelle, sur la partie liste des leaders, de rajouter plus de dames. Je voudrais aussi dire, puisqu'on a parlé, j'ai entendu certains dire qu'en 2018, il n'y a pas eu de consultation, etc., mais j'aimerais aussi rappeler qu'en 2014, dans un esprit de véritable démocratie mauricienne, le gouvernement Parti travailliste avait publié un consultation document. C'est bon de le rappeler, hein, puisque c'est important. Et le parti, tout à l'heure, je t'ai entendu dire, Adrien, c'est vrai, en 2018, ça n'a pas été un thème électoral, mais en 2014, ça a été un thème électoral. Et puis bon, c'est les résultats et tout. Je tiens à dire, je crois qu'il y a quelqu'un je crois que c'est vous qui avez dit 3 femmes dans une circonscription. Il y a eu 3 femmes, je crois que c'est dans ta circonscription justement. Le gouvernement travailliste avec le PMSD avait justement positionné 3 femmes dans une circonscription. Ça s'est très bien passé. Et là, je voudrais... pardon. Alors, je voudrais aussi dire que il est bon de rappeler que c'est toujours le Parti travailliste qui a introduit justement pour la première fois à Maurice, parce que souvent on a tendance à oublier les dispositions nécessaires pour la représentation des femmes dans la Constitution à travers justement, pour les élections générales, à travers le Local Government Act en 2011. Donc, pardon, et le PMSD, bien sûr. Absolument, Adrien, absolument. Donc, ça a donné des résultats. Ça a donné des résultats. Je pense aussi, comme les autres collègues l'ont dit, c'est un sujet brûlant, c'est un sujet passionnant et c'est un sujet qui demande une véritable discussion nationale. Ok, et pourquoi pas? Je le redis, les leaders politiques sont en faveur, tout le monde, hein, là, dans la société aussi. Bon, il y a d'autres thèmes, d'autres points qu'on va avancer tout à l'heure. Donc, j'espère très sincèrement que les choses vont avancer positivement. Alors peut-être Johanna Abiranger sur cette question de quotas, comme je disais donc au début, en dépit de cet effort de mettre sur la liste des candidats au moins 30% de femmes, c'est pas pour autant que ça se reflète dans l'hémicycle aujourd'hui. Alors pour vous, quelle est la pertinence dans ce cas d'imposer un quota? Donc déjà imposer un quota, la discrimination positive, il faudrait rappeler qu'il faut qu'on soit le dernier ressort. Ça raconte l'égalité des citoyens, mais parfois c'est nécessaire pour lutter contre les inégalités historiques. Dans notre cas, nous pensons que ce quota d'un tiers, un tiers minimum pour les deux genres, est nécessaire. Maintenant, j'aimerais juste rebondir sur ce que Mme Lutchmenroy venait de dire par rapport au fait que le MSM est sincère dans sa volonté d'avoir une meilleure représentativité des femmes et a beaucoup parlé de la proposition de réforme électorale de 2018. J'aimerais rappeler qu'on avait suggéré que la proposition de réforme électorale et la proposition d'imposition d'un quota d'un tiers soient séparées, puisque ce quota d'un tiers, tous les partis étaient d'accord. La réforme électorale, il y avait des divergences sur comment choisir les 20 élus à la proportionnelle, il y avait des divergences sur la réforme électorale. Mais le quota d'un tiers, on était tous d'accord. Donc rien n'empêchait de passer ces points-là séparément. La proposition a été rejetée, soit malheureusement. Donc nous, pourquoi nous sommes en faveur de la position d'un quota d'un tiers? Pour rétablir, pour justement lutter contre ces inégalités historiques. Et un tiers parce que c'est un gender neutral formulation. C'est un filet de sécurité, c'est un minimum. Faut pas que ça devienne une contrainte non plus, parce que 50-50, ben, ça pourrait limiter une situation où il pourrait y avoir plus de femmes demain. Donc il ne faut pas non plus que ça devienne une contrainte, d'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, on a déjà du mal à tomber d'accord sur une réforme électorale sur plus d'un tiers. Donc faisons ce premier pas. Et si nécessaire, ensuite on ira plus loin. Je laisse la parole aux autres. Pardon. Monsieur l'ambassadeur, disons que si on peut profiter un peu de l'expérience européenne, est-ce qu'il y a déjà des systèmes de quotas, des systèmes de discrimination positifs
que vous estimez qui a marché de par le monde et qui pourrait être un modèle éventuellement? Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas un élu comme toutes les personnes qui m'entourent à Spirit, donc je n'ai pas vraiment une expérience vécue, on va dire, de ces différents. Je crois qu'il y a des objectifs, comme ça a été rappelé tout à l'heure, qui sont fixés par différents États membres avec des fortunes diverses. Hein. J'ai donné les chiffres tout à l'heure à cet égard, mais je crois que effectivement d'avoir un minimum paraît aujourd'hui quelque chose de relativement consensuel, je crois, pour atteindre un certain seuil de représentation des genres. Donc effectivement, hommes et femmes, et après, le jeu de la démocratie fera qu'on aura la configuration que l'on souhaite par rapport à cette... Mais je crois que d'avoir cette exigence minimale, je crois, me paraît quelque chose effectivement qui fait très largement consensus aujourd'hui, et qui permet effectivement d'atteindre un certain seuil à partir duquel finalement on n'aura peut-être plus besoin à ce moment-là effectivement d'avoir... je reviens sur ce que disait Adrien Duval tout à l'heure, je crois que c'est effectivement la question quand même fondamentale, c'est aussi la question culturelle hein, du vote, et d'avoir à l'esprit, bah oui, d'être représenté par une femme, voilà, c'est quelque chose de tout à fait acceptable, concevable, bénéfique, je veux dire, de ce point de vue-là. Je crois que c'est ça, effectivement, il faut réussir à faire passer, je crois, ce message. Mais si tous les partis politiques, comme ça semble être le cas ce matin, sont dans cet état d'esprit, donc je crois qu'on peut y travailler, en tout cas ensemble, pour essayer effectivement de faire avancer dans cette direction. Et j'espère que Maurice, à ce moment-là, passera de ce fameux seuil de 20% auquel on est aujourd'hui vers un seuil de 33, on va dire, et peut-être aller vers plus, évidemment, et enclencher un processus plus dynamique ensuite. Parce que c'est vrai que quand on a les chiffres, je vais rappeler les chiffres tout à l'heure, on était à 5,7% en 83, voilà, donc on a quand même progressé relativement doucement, hein, je veux dire, en 50 ans par rapport à ce chiffre auquel on est arrivé aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait pour dynamiser, on va dire, le processus au niveau de Maurice? Je crois que c'est vraiment mais c'est une responsabilité qui est celle des partis politiques. Ce qui, moi, m'encourage ce matin, c'est d'entendre effectivement qu'il y a eu des expériences dans le passé qui n'ont pas toutes abouti, mais qui reste une volonté apparemment globale de réaliser dans ce sens. Maintenant, comment le faire? Je crois que c'est un peu ça aussi est-ce que ça va être un dialogue participatif, un débat très général avec la population, effectivement, qui doit s'approprier cette réforme fondamentale? Je crois que c'est ça qui est indispensable. Mais il faut le faire, je crois, parce qu'aussi, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais aujourd'hui, le système électoral pose des problèmes. Hein. Pour revenir sur la résistance alternative et la déclaration d'ethnicité, mais ça reste un problème où Maurice a changé de système au fur et à mesure des élections. 3 élections, 3 systèmes différents, si je puis dire. Donc là, il y a un vrai problème qui est posé. Le census de 72, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est une difficulté. Il faut trouver effectivement une solution pour surmonter ce problème. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ça reste toujours un problème, hein, la discrimination positive, et de faire, surtout dans une société plurielle comme Maurice. Donc, on a un peu Tom, vous vouliez dire quelque chose? Oui, en fait, quota, for the sake d'un quota, je pense que c'est très dangereux. Parce que nous finissons par avoir des femmes, on dit 30%, on ramasse n'importe qui et on met dans le Parlement, et à ce moment-là, on se retrouve avec un Parlement médiocre. Hein? Je vais rien dire par rapport à mon opinion personnelle, je le gars, mais nous nous retrouvons avec un Parlement où la médiocrité devient la norme. Absolument. Attendez, laissez-moi finir. Quand je parle de la médiocrité, bien sûr, nous ne parlons pas que des femmes médiocres, mais des hommes médiocres. Mais la société est beaucoup plus méchante envers les femmes. Donc, quand une femme fait une erreur, elle est beaucoup plus condamnée. Donc, quelque part, si on a des élus qui sont élus parce qu'on va d'après le quota, elles travaillent mal, elles font des bêtises, allons le dire ainsi,
les médias, la société va être beaucoup plus méchant envers elle, va être beaucoup plus, va être beaucoup plus critique. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue l'image de la femme dans l'œil de la société, dans les yeux de la société. Donc la société va dire, ah ouais, ben c'est parce que c'est une femme, elle agit ainsi, c'est parce que c'est une femme. Et tout de suite, ça agit contre notre genre. Hein? Et je trouve que c'est très très dangereux. Personnellement, le quota, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour non plus, dans la mesure où c'est lié avec... Vous seriez donc pour quel système? Il faut que ça soit lié avec un certain niveau de compétence. Comment le faire, je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse, mais il faut qu'il y ait la compétence. Alors, essayons de voir aujourd'hui. Je ne sais pas, dans les années 80, j'étais toute petite. Nous avions très peu de représentation, mais les femmes représentaient un role model. Nous voyons devant nous Shirina Melody-Zifra, je pense à Vidula Nabab Singh. Donc, il y avait un role modeling. On voulait être comme elle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons ces role models? Est-ce qu'aujourd'hui, la femme compétente a envie d'entrer dans la politique parce qu'elle a des role models? Donc, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental qu'il faut réussir. La réflexion doit être beaucoup plus fondamentale, pas dire de 30%, ben, n'importe qui, hey, toi tu es une fille, tu veux devenir candidate, toi tu es une fille, tu veux... Il ne faut pas que ça soit ainsi. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Et nous avons vu à post-électoral tout ce qui s'est passé. Il y avait un mythe que depuis 2014, on a cassé. C'est que quand les femmes allaient être en politique, il y aurait plus de femmes en politique, cela voudra dire que nous allions être, que les femmes allaient être l'exemple de l'intégrité, allaient être l'exemple de la compétence et allaient donner l'exemple. Oh, ce n'est pas vrai. Ce mythe a été cassé parce que nous avons vu les femmes faire autant de bêtises que les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a choisi des personnes qui n'étaient pas compétentes, qui n'étaient pas des role models, qui n'étaient pas des personnes qui avaient de l'intégrité, qui n'avaient pas de valeur. Hein? Et donc, c'est pour cela qu'on se retrouve avec ce qu'on est en 2022. Notre discussion est pire que de celui en 1970. Alors, je prends un petit moment. En 1970, j'étais pas bonne à l'époque, mais dans les années 70, je dirais, dans les années 70, les gens, il y avait cette conscientisation, on sait bien, de la femme, c'est-à-dire de la condition féminine. Aujourd'hui, dans la rue, vous allez parler de la condition féminine, ça intéresse qui? Nous. Encore nous. Est-ce que la personne de la rue, ça l'intéresse la condition féminine? Donc il faut réfléchir, ne pas juste mettre les femmes for the sake of, mais il faut mettre les femmes compétentes parce que sur elles repose l'image de la femme mauricienne. Stéphanie Anquetil, vous vouliez réagir donc par rapport à ce qu'a dit Aruna Burton? Enfin, moi j'ai juste envie de réagir Pardon? Alors, je veux juste, en ce qui concerne, est-ce qu'il faudrait un quota ou pas? Bon, c'est un grand débat, ok? Puisqu'il y a deux écoles de pensée. Il y a un groupe qui vous dira, oui, il faut le quota. D'ailleurs, je l'ai bien noté, lorsque monsieur l'ambassadeur, monsieur Deger a parlé tout à l'heure, plusieurs pays, justement, se sont servis du quota pour améliorer, justement, augmenter la représentation des femmes au sein de leurs parlements respectifs. Okay, bon, c'est la méthode la plus rapide, effectivement, et plus efficace pour cette représentation. Mais vous avez aussi une autre école de pensée qui vient vous dire que la femme, elle devrait pouvoir candidater, elle devrait pouvoir faire une campagne électorale, être sur le terrain, et elle devrait pouvoir se faire élire, comment dirais-je, sur une base de mérite, je dois le dire. Alors, il y a aussi cette école de pensée, donc je pense que c'est important. Mais pour finir, puisque je veux donner la chance aux autres amis qui voudraient intervenir, je pense aussi que chaque parti, finalement, doit prendre ses propres responsabilités. Ok, alors ce sont les leaders politiques, c'est l'état-major des partis politiques qui doivent prendre leurs responsabilités pour assurer justement une meilleure diversité. Je passe au micro. Merci beaucoup Stéphanie Anquetil. Bon, il est vrai que pour laisser fonctionner normalement la démocratie, il ne devrait pas y avoir d'obstacles comme les quotas, etc. Mais si on en parle aujourd'hui, ça veut dire que l'égalité des genres et l'inclusion est un problème. Ça veut dire que ce problème a besoin aujourd'hui d'avoir un petit coup de pouce.
pour pouvoir évoluer dans la tête des gens, dans la mentalité. Donc, il y a aussi, nous avons abordé tout à l'heure, les politiques dans les manifestes électoraux, par rapport à donner encore ce petit coup de pouce-là. Votre avis, Dave Sanassi? Donc, par rapport au coup de pouce, donc j'ai écouté tout le monde ici. Donc, Johanna avait dit qu'en 2018, tous les partis étaient d'accord pour un quota à 30%. Et la salle, qui celle-là qui pas d'accord avec 30%? Qui celle-là qui est d'accord avec 30%? Et blâmer ce qui est d'accord. Sinon, pénal l'opinion. Allez, nous raisonnons. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Si tout le monde est d'accord à 30%, j'ai aussi entendu 33%, nous allons mettre un petit coup de pouce pour ce 33%. Ok? Est-ce que les partis mainstream sont d'accord à 33%? Oui. Dans ce cas, Monsieur le Premier ministre, Fabien Jagnat, votre député vous emmènera un projet de loi parce que tout le monde est d'accord à 33% dans les partis au Parlement. Ok? Il n'y a rien de compliqué. Donc, effectivement, si on veut faire un omnibus bill, qui ne passerait pas comme un Red Bull, bref, ok, on peut le faire petit à petit. Si on est d'accord dessus, Subhashini, je vous invite à emmener au Parlement un projet de loi et à débattre avec les autres partis qui sont déjà d'accord là, comme une sorte de sous-comité. Ok? Emmenez ça au Parlement. Donc, commission raisonnée, mettez allié. Un dernier point. Donc, j'invite aussi aux femmes capables, compétentes de participer. Anouchka, par exemple, Pristima, par exemple, se dégager à la scène. Mais ce que vous faites là, c'est de la politique. Venez, active. Mettez sérieux. Fait son recrutement là. Je voudrais réagir après ces deux dernières interventions sur cette question de quota. Alors, merci beaucoup, Géraldine. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit. Ok, oui, nous, déjà, on est partie prenante pour 33%. On va faire cette demande, bien sûr. Parce qu'à the end of the day, ce qu'on doit comprendre, je disais ça avec l'honorable Mariette qui est là, c'est que nous, on est au gouvernement, on ne sait pas what's going to happen for the next election, mais à the end of the day, on reste femme. Peu importe qui va être au Parlement, on va rester femme. Et là, le débat et le combat, c'est justement pour emmener plus de femmes vers la politique, plus de femmes au Parlement. Maintenant, comme vous avez dit, les inspirations au Parlement, moi je vais vous dire, honnêtement, oui, il y a des femmes au Parlement qui nous inspirent. L'exemple, Stéphanie Petit. Pourquoi? Parce que comme moi, j'ai été élue, c'était politique, c'est tout le temps, it's a men's world. On le dit tout le temps. Même moi, on ne va pas dire, ok, pour une campagne électorale, ou bien, you have to behave like a man, vous êtes, comment dire, faux, et on doit se voir comme dans la peau d'un homme. Mais non, quand j'ai été élue au Parlement, she's very feminine and I was inspired by her. Je suis inspirée par Lila Devi-Dutchman, qui est quand même someone who's doing very well. Que ce soit des deux côtés de la chambre, il y a toujours des femmes qui nous inspirent. Alors c'est la femme. Je crois qu'il faut quand même être réaliste que dans le passé, oui, il y avait des femmes qui nous ont inspirées par leur parcours, but they didn't become what they were au moment où ils étaient. Les noms, chez la Bapou, vous avez nommé des personnes, ils ont commencé quelque part. Ils ont commencé et on a besoin de ce mentoring, on a besoin de ces plateformes comme on a ici avec GenderLink pour parler, pour rectifier et pour corriger où il faut corriger. Mais nous, en tant que jeunes et en tant que femmes, on va dire, ça explique notre présence ici, c'est justement, on a à cœur plus de femmes, plus de jeunes au Parlement. Avant de clore ce deuxième thème sur le quota, après à Chipoll, la parole à Adrien Duval qui a aussi souhaité réagir dessus. Oui, merci. La question de quota est difficile. Premièrement, le quota des élections villageoises, d'après ce que Anushka nous a envoyé, montre que le quota ne marche pas. 30% de candidats, malheureusement 24% élus. Ça montre que la culture est... Voilà. Et là, c'est un problème dont je n'ai pas la solution à ce problème. Je pense que ça demande une réflexion. C'est premièrement, est-ce qu'on essaye de changer la culture des votants?
ou est-ce qu'on impose comme un bain froid, comme un choc, un élément de choc dans la culture, et on impose tout de suite un quota de 50-50, imposé sur les lecteurs. Ça peut aussi marcher, mais je ne suis pas contre. Mais il faut aussi voir pourquoi les femmes ont plus de difficultés à devenir candidates. Premièrement, on a parlé du financement, etc. Il y a aussi quelque chose de très simple. Moi, je viens d'avoir un enfant, par exemple. Le congé maternité n'est pas égal au congé paternité. Donc, si ma femme voulait être candidate demain, et on eu avec récemment, elle n'aurait pas pu. Parce que moi, je ne peux pas, malheureusement, avoir un congé de paternité. Donc, si on va voir en termes d'égalité, on voit d'ailleurs les premiers critères qui empêchent. On a parlé d'une culture qui est paternalistique à l'île Maurice. Allons voir un peu comment on va changer ça avant tout. Donc, il y a ce côté-là. Et il y a aussi le problème, de la femme aujourd'hui en politique, comme Subhashini a dit avec raison. C'est que it's a man's world de la culture. Donc, comment est-ce qu'on va changer cette culture-là? Comment est-ce qu'on va respecter plus la femme au Parlement, dans l'arène politique? Et comment aussi on va arrêter de faire la femme devenir un bouc émissaire? Moi, si je parle d'une expérience contraire, je me rappelle à l'époque quand on critiquait, sous prétexte que c'était une femme, c'était de la discrimination du genre. Il faut arrêter à ramener ça aussi à ce niveau-là, parce qu'on diminue la femme en le faisant. Si elle est ministre ou elle a une fonction d'État, elle doit être prête à assumer les critiques de manière égale. Parce qu'en venant sous ce couvert-là, ça va, je pense, moi, ça ne fait pas justice aux gens. Donc, pour finir, je ne suis pas contre un quota de 50-50 si on peut démontrer que cela va amener le résultat. Vous avez dit 50-50. Moi, ça ne me dérange pas, parce que je n'ai aucun problème avec. Mais si ce sera un quota 50-50 où l'électeur va discriminer contre la femme et on se retrouvera avec un Parlement qui n'a pas de majorité, nous avons des hommes élus de l'opposition et du gouvernement avec une majorité à 2 ou à 3 sièges, ça fait plus de tort que de bien. Donc si on peut montrer que le quota 50-50 va choquer la culture des Mauriciens et va changer, moi je suis 100% d'accord. L'objectif finalement, c'est d'avoir la parité. Je suis pour. Et comment le faire? Malheureusement, je pense que vous avez tous réagi et je pense que nous n'avons pas la réponse ici parce que ça engendre plus de discussions. Mais en tous les cas, le débat a bien progressé sur ce coup de pouce nécessaire, n'est-ce pas, Géraldine? Et on a parlé d'un autre coup de pouce nécessaire, Anouchka, que vous avez vu, vous, dans votre sondage raisonné, qui peut avoir une incidence sur, justement, emmener beaucoup plus de participation de femmes. Et je vois Stéphanie Anquetil, je pense que vous allez vouloir réagir sur ce troisième thème qui est Gender Policies and Gender Mainstreamed Manifestos of Parties. Donc, dans les manifestes électoraux, inclure des politiques qui visent à rétablir cette égalité des genres. Merci. En fait, trop souvent, pendant trop longtemps, comment dire, le thème femme dans un manifeste électoral, c'était juste un petit paragraphe au bas de la page, juste pour faire joli. Ouais, trop souvent, ça a été le cas. Bon, il y a eu une amélioration, c'est devenu un peu récemment, disons, une page. Ok. Alors moi, je crois qu'aux prochaines élections électorales, il faudra absolument que le chapitre femme, le thème femme, soit un chapitre qui couvre plusieurs pages. Mais en même temps, je suis inquiète de la situation du genre à Maurice. Je vous dis très sincèrement, vous savez, je suis en principe une personne très positive, mais là, je suis inquiète de la situation. Pourquoi? Puisque quand vous regardez je vois Loga qui est là et je suis sûre qu'elle va être d'accord avec ce que je vais dire. C'est pas politique, je tiens à le dire. Quand vous regardez le rapport du Global Gender Gap Index 2021, du World Economic Forum, qui classe Maurice quand même, excusez-moi, 110e sur 156 pays, et ce rapport vient dire que ce classement est dû essentiellement à la non-représentation, je ne dirais pas non, mais à la minime représentation des femmes au Parlement, et aussi sur les inégalités salariales.
Donc, quand le World Economic Forum vient dire, attendez les gars, la situation est grave, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et je tiens aussi, enfin je saute du coq à l'âne, bon, le ministère de Gender Equality, bon, c'est un ministère qui est quand même nouveau. Il a été créé, je me souviens très bien, en 2010. Non, le ministère, je viens de dire, le ministère. Gender Equality. Mais oui, mais ça s'appelait autre chose. Oui, mais non, moi je viens de dire le terme gender, l'appellation Gender Equality. Ouais. Ça n'existe pas dans le monde, le gender. Oui, bien sûr, il y a eu des évolutions au niveau des congrès, des conférences internationales, des conférences mondiales et tout à fait. Bon, c'est quand même un nouveau ministère. Mais c'est pour dire donc que le rapport global nous interpelle sur l'égalité du genre. Et puis il y a eu aussi, il y a quelque chose que je voudrais aborder sans prendre trop de temps, le National Steering Committee on Gender Mainstreaming, qui a été mis en place sous le gouvernement travailliste en 2010. On avait mis, je me souviens, il y avait un gender desk dans chaque ministère à l'époque. Il y a eu la formation des hauts fonctionnaires, je veux dire, tels que des permanent secretaries, Et je vais sûrement vous surprendre pour vous dire que 2014, je répète, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais c'est la réalité. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je vais vous surprendre pour vous dire que selon mes renseignements, depuis 2014, la fréquence de ce comité est quasiment nulle. Alors, il faut aller voir, aller rechercher, vous saurez. Et dans le dernier budget, j'avais interpellé justement, dans mon discours sur le budget de l'année dernière, j'avais parlé justement, vous savez que tous les ministères reçoivent 200 000 roupies pour mettre en place justement des projets spécifiques pour réduire l'écart entre les sexes dans le secteur respectif, c'est-à-dire dans le ministère respectif. Mais je vais sûrement vous surprendre quand je vais vous dire, allez voir dans le estimé de 2021-2022, on apprend, c'est écrit noir sur blanc, que l'intégration du genre est considérée comme peu prioritaire par les ministères et départements. C'est grave, Et cela démontre justement que les ministères ne jouent pas le jeu. Et c'est grave parce que à un moment, il faudra qu'ils retournent leurs 200 000 roupies pour dire qu'ils n'ont pas utilisé et tout. Alors, la situation est quand même grave. Mais le pire dedans, c'est que les hommes et les femmes, nous sommes différents mais égaux. Mais dans la réalité, il y a le gros problème, justement, j'ai dit, sur l'inégalité salariale. Il y a aussi, on n'a pas la chance de percer au niveau des postes décisionnels, comme on l'a dit, que ce soit les postes suprêmes, je veux dire, la présidence, même le Premier ministre, le vice-premier ministre, au Parlement, le speaker, le deputy speaker, tout ça, c'est homme. Et donc, voilà, je sais qu'il y a plusieurs amis qui veulent intervenir, je retourne. Pas que dans la politique, Stéphanie Anctil, dans les conseils d'administration des entreprises aussi. Donc, c'est un autre sujet. Mais là, si vous permettez, Géraldine Geoffroy, nous faisons un petit saut à Rodrigue, où nous allons écouter Marie-Christiane Agathe. Marie-Christiane Agathe. Nous sommes connectés. Oui, merci. J'étais en Rodrigue dans les manifestes électoraux, ce que je constate qu'il n'y a pas de parti spécifique concernant le gender. On peut avoir concernant l'eau, concernant la famille, concernant le tourisme, l'économie. Et ensuite, on essaye de voir par rapport à ça ce qu'on va peut-être implémenter du côté du genre. Et pour être plus spécifique, il n'y a pas concernant le genre. Voilà. Dans le but de promouvoir l'égalité des genres et l'inclusion des jeunes, je pense qu'il est primordial qu'il y ait une institution politique pour favoriser l'égalité des genres et l'inclusion des jeunes. Pour les femmes et les jeunes qui aspirent d'être politiciens ou politiciennes, d'avoir des compétences nécessaires pour mieux les préparer, comment gérer les tâches ménagères et leur famille. Et on est conscient aussi des difficultés financières
je pense qu'il faut mieux préparer les jeunes et les femmes surtout à avoir plus de sponsors aussi pour mieux lancer dans la politique. Merci beaucoup. Donc, Johanna Béranger, peut-être que vous voulez intervenir, ça va vous réchauffer un peu. Est-ce qu'on peut un peu la clim, c'est bon. Merci beaucoup. Je me permets de rebondir un petit coup vite fait sur ce que Stéphanie disait, que la condition féminine depuis toujours faisait juste une petite phrase. Je me permets d'être en désaccord parce que vraiment le on est le combat féministe à Maurice et la condition féminine depuis son premier programme électoral faisait partie des priorités en 73 et je suis très fière aujourd'hui d'être militante moi-même parce que j'estime faire partie d'une lignée de femmes combattantes dont Chérine est là. Donc je voulais rétablir quand même ce fait-là et rétablir aussi le fait que le premier ministère de la femme était en 1982 à travers Chérine qui était également attorney général. Donc ce n'était pas une mince affaire, j'imagine, d'avoir ces deux responsabilités-là, mais ça dit bien à quel point aussi, même depuis cette époque-là, estimer que c'était un rôle important à jouer d'être en même temps ministre des droits des femmes et pour promouvoir les droits des femmes. Ensuite, je pense que les manifestos des partis reflètent souvent aussi la philosophie du parti, et comme je viens de dire, est un parti féministe. Donc, je ne vais pas aller rappeler ce que notre manifeste proposait en 2019, mais j'aimerais insister sur le fait qu'on croit dans la parité. Et pour montrer l'exemple, on a instauré depuis 2016 dans la constitution même du parti, constitution qui est publique, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour plusieurs autres partis. On a instauré dans la constitution depuis 2016 la parité dans le comité central. Donc, le comité central est obligatoirement représenté par un homme et une femme dans chaque circonscription, et pareil pour les jeunes. Et ensuite, je pense que les partis doivent trouver des solutions institutionnelles, mais je le redis, on en discute depuis tout à l'heure et on va arriver dessus à travers le thème 4, il y a un gros travail à faire sur le corps social. Merci beaucoup, Johanna Béranger. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur le mainstreaming de la politique pour emmener l'égalité déjà? Si c'est possible. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec ce que Johanna a dit, et Stéphanie, etc. Action speaks louder than word. C'est vrai que le comité central du RN, c'est remarquable. Au PNSD aussi, on est très fiers. On a notre présidente, Véronique Le Govin, qui est une femme, sur 4 postes, hein, et notre trésorier, qui est là, Malimissé Waxing, qui est une femme. Et vice-présidente, oui, Lorraine. Mais sur les 4 postes du parti, vous avez dans chaque parti le poste du leader, secrétaire général, président et trésorier. Il faut rappeler qu'au PNSD, ce sont 2 femmes qui ont remplacé précédemment 2 hommes. Donc, pour moi, c'est très important de montrer l'exemple comme tel. Et que chaque parti joue le jeu. Que chaque parti sache trouver la compétence qui règne parmi leurs membres. Nous sommes très fiers, nous, au PMSD, parce que, historiquement, nous avons toujours eu plus de partisanes femmes qu'hommes. D'ailleurs, le corps de nos partisans, comme vous voyez dans nos congrès, etc., sont généralement les femmes. Ce sont la base même du PNSD, c'est la femme mauricienne. Et nous célébrons à chaque avenue la femme. Quand nous étions au gouvernement en 2014, pour les 1 an et demi que nous avons passé, c'est Aurore Perrault, ministre de la Femme, qui a emmené le Domestic Violence Act, qui était avant tout la plus grande injustice qu'une femme pouvait souffrir à l'Église. Grâce à ça, aujourd'hui, comme vous savez, quelle que soit la violence verbale ou physique, les sanctions qui sont imposées chez les époux sont extrêmement fortes grâce à ça. Donc ça, c'est de remettre un peu, d'essayer de rééquilibrer un peu la balance, et j'espère que tout le monde le fait.
Alors, il y a Subhashini Lakshmana-Roy et Stéphanie Antil qui... Alors, juste rapidement, on a été quand même, MSM a été quand même le premier potier à mettre speaker une dame. Oui, du gouvernement, c'est une dame. Et le Gender Caucus au Parlement, c'était quand même sous le leadership du Mayani Manji, le speaker de l'Assemblée. Quand même, ça montre qu'il y a cette volonté d'avoir plus de femmes au Parlement. Voilà. Je vais y aller directement. Oui, allez. Avec la conversation. Je voudrais juste faire une petite rectification, Adrien. Tu sais, au niveau de du Domestic Violence Act, c'est pas en 2014 que... non, ça a été amendé en fait, à plusieurs reprises, mais ça date des années 94, peut-être, j'ai pas en tête, mais je veux dire que l'introduction du Domestic Violence Act, c'était sous le régime du Parti travailliste. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ne t'inquiète pas. C'est l'arrestation obligatoire. Oui, de ceux qui tout à fait. de femmes. Oui, en fait, on n'est pas là pour dire. Je crois que tous les partis politiques jouent le jeu. Nous aussi, on a une secrétaire générale femme au sein du Parti travailliste. Je ne vais pas venir dire que c'est le Parti travailliste qui, en 1948, a emmené le droit des femmes, le Parti travailliste qui a fait élire la première fois en fait l'histoire du Parti. Bon, c'est quand même le plus vieux parti, je dois dire, de l'Égoïsme. Donc, on a énormément contribué. Moi aussi, j'ai un rôle modèle. Je dois vous dire, j'ai entendu tout le monde parler de rôle modèle. J'ai un rôle modèle, moi aussi, en la personne de Sheila Bakon, qui a été aussi, j'ai eu la chance d'être sa colistière. Et vous savez, j'ai travaillé avec elle, j'ai appris énormément, j'ai beaucoup d'humilité en moi. Et c'est une femme qui m'a énormément inspirée. Et des fois, on me dit même qu'on me voit un peu à travers elle, dans le style de parler, dans le style des meetings et tout. Mais c'est une femme qui a beaucoup contribué. Donc, je voulais juste rappeler que le domestic violence, c'était juste à titre d'information. Voilà. Voilà, 30 secondes pour Dave Sanassi. Donc, je vous ai écouté avec la compétition, c'est qui a fait plus de femmes, etc. Mais dans vos partis, les femmes, est-ce que vous voulez vous battre pour le poste de Premier ministre? Ok, quel est le parti qui va présenter une femme comme futur Premier ministre? Johanna Laguerre. Hein? T'as de place. Voilà, ce qui nous amène justement à notre dernier thème, le quatrième thème. Donc, depuis la nuit des temps, la politique a été considérée comme un monde d'hommes. Et aujourd'hui, cet argument, même si elle ne tient plus la route, est toujours bien ancré dans notre société mauricienne, surtout. Subhashini Roy, vous qui avez pour la première fois vécu une campagne électorale et une élection générale en 2019, est-ce que vous avez senti parfois cette réflexion silencieuse, toi femme qui te connais la politique? Ah oui, tout le temps. Jusqu'à maintenant, we are still being bullied sur le terrain, c'est comme ça. Mais moi, je voulais juste comme si partager cette petite case study qui est intéressante parce que, bon, we had to go through it, c'est la circonscription numéro 2. Parce que, je ne sais pas si Chérie Rose a été de circonscription 2, 19. La circonscription numéro 2, c'est une circonscription ethniquement où on n'accepte pas les femmes. Il y avait quand même une femme qui a été élue. Ça, c'est intéressant, parce que quelque part, il y a ce changement qui va arriver et we need to believe in itself. En 2019, quand moi, bien sûr, de la radio, qui te connaît, tu es économiste mais animatrice, I was bullied. Jusqu'à présent au Parlement, toi qui te connais, toi, c'est une réalité qui nous vit tous les jours. Des deux côtés, hein, on le dit, parce que là, on est entre femmes, on est pour la femme. Cet phénomène de bullying qui te connaît, toi, et quelque part, ça me rend encore plus fort, parce que pourquoi je suis en train de me parfaire, je suis en train de challenge myself, je le dis. Cet cheminement ne va pas être facile, définitivement, mais je suis sûre que at the end of the day, I will definitely shine and I will work hard. Voilà, donc on a Arna qui voulait intervenir à ce sujet. La politique, un monde d'hommes, réservé aux hommes seulement, toi femme qui te connais. Je vais vous dire que j'ai un rêve. Et j'ai un rêve pour les dames qui sont élues, c'est de vous voir unies.
surtout sur les sujets qui sont relatifs et qui sont importants pour les ministres. Moi, j'aimerais bien vous voir, au lieu de vous voir vous chamailler, vous bagarrer, être agressif l'une envers l'autre dans le Parlement, cette image stéréotype des femmes hystériques qu'on offre au Parlement, j'aimerais bien qu'on arrive à briser cela. Laissez-moi terminer. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse briser cela. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des jeunes filles qui vous regardent. Il y a des jeunes, il y a des dames qui vous regardent, des demoiselles qui vous regardent, qui peut-être ne votent pas encore et qui voudraient justement que vous soyez leur rôle modèle. Et cette image que pour pouvoir s'affirmer en tant que femme forte, on a besoin d'être agressif, est quelque chose qui nuit et qui démontre une fragilité et une vulnérabilité. Et surtout concernant les points qui concernent l'île Maurice tout entière, les enfants, l'environnement, la femme en général, la condition de la femme, j'aimerais bien vous voir voter across the party line. C'est-à-dire de pouvoir voter, par exemple, s'il y a une proposition qui vient de l'opposition, mais qui est quand même quelque chose qui va apporter, j'aimerais bien voir les personnes du gouvernement voter across the party line. Et c'est ça qui va faire la démarcation de cette condition, de cette solidarité féminine que nous ne voyons pas actuellement au Parlement et dont nous avons tant besoin. Parce que si déjà au Parlement, qui est supposé être le role model, on voit les hommes insulter les femmes et on voit les femmes insulter les femmes, qu'en est-il dans la société? C'est cela même qui est répercuté dans la société. Et il faut que quelque part, et là je fais un appel à vous tous, que vous puissiez vous ressaisir et donner cette image unifiée de la femme, cette sororité, cette solidarité féminine dont nous manquons tant au sein de l'île Maurice. Une réaction de Joanna Béranger par rapport à cette intervention. Merci pour ce very bold intervention. Laisse-moi chier, arrête tout le monde. Je suis d'accord et je pense que déjà ces stéréotypes découlent beaucoup de cette mentalité matriarcale qui est encore là et dont beaucoup de gens, même des femmes, n'ont souvent pas conscience et juste réitèrent des schémas. Répètent des comportements sans les remettre en question. Et encore une fois, je pense que les ONG ont un grand travail à jouer dessus, bravo Gender Links encore une fois. Mais c'est de cette mentalité patriarcale-là que découlent tous ces stéréotypes dont je pense toutes les femmes qui sont là pourront témoigner. On est souvent réduite à des critères physiques, enfermée dans des critères esthétiques. Jamais une femme, je pense, moi en tout cas, je ne me serais jamais permise de dire à un homme qui fait tomber des œufs, un peu cédé, te saouler. Pourtant, c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement. Jusqu'à pas plus tard que la semaine dernière, un politicien qui se reconnaîtra me faisait une remarque sur mes cheveux, parce qu'il y a quelques petits cheveux blancs qui commencent à apparaître. La coiffure n'est pas bonne, il faut prendre. Et encore une fois, on enferme les femmes dans des critères esthétiques, peu importe ses qualités intellectuelles, peu importe, et on nous soumet à un jugement d'un regard extérieur qui est contraire à la liberté des femmes et contraire au respect de la dignité humaine, tout simplement. Malheureusement, ça c'est encore beaucoup quelque chose qui est présent et qui ne concerne pas que les politiciens, je veux dire, les médias, etc. aussi doivent se remettre en question dessus. Combien de fois j'ai eu des journalistes qui m'ont demandé mais qui fait un pâteau frais, qui me fait la politique? Est-ce qu'on demande ça à un homme? Est-ce qu'on demande à un homme qui fait un pâteau frais, qui me fait la politique? Jamais. Donc c'est une question sexiste. Donc, une question sexiste à partir du moment où elle est orientée selon le sexe ou de la personne qui est en face. Il y a tout un travail à refaire, même au niveau des médias. J'aimerais insister dessus. Et par rapport aux femmes aussi qui doivent parfois prendre conscience de ce travail qui est à faire. Supplementary question. Non mais en fait, je suis tenté de vous demander, vous qui avez participé à des joutes électoraux, donc on connaît, nous journalistes, on a été sur le terrain aussi, donc on connaît un peu cette agressivité, on connaît aussi le tempérament, on connaît aussi l'ambiance des élections.
Comment vous vivez ça en tant que femme, vous, et vous aussi, vous avez participé aux dernières élections, l'élection de 2014, dans des conditions 19, des conditions assez exceptionnelles. Comment ça se passe là, on veut que vous puissiez nous livrer vos impressions en tant que femme. Merci de poser la question, parce que donc non seulement, je pense que tout le monde sera, les autres femmes qui ont posé aux élections seront d'accord que être femme dans une campagne électorale, ce n'est pas facile, mais dans mon cas, j'étais aussi enceinte, en plus jeune, et aujourd'hui, je me retrouve dans l'opposition. Donc, il y a beaucoup de critères qui donnent l'occasion à certains hommes, mais aussi malheureusement parfois des femmes, de critiquer et d'oublier. La campagne, malheureusement, dans ce monde, dans ce système électoral que nous avons, on sait que les conditions ne sont pas réunies pour encourager les femmes à s'engager. Je vais donner l'exemple des bases. On décidait parfois à ma place que faudrait peut-être que je rentre, je suis fatiguée. Donc il y a des réunions nocturnes qui ne sont pas forcément évidentes non plus quand on a une famille et des responsabilités derrière. Même au Parlement, les séances nocturnes ne sont pas pratiques pour les femmes, c'est une réalité. Si on a la chance d'avoir un compagnon qui est compréhensif et qui va garder les enfants, super, ou même de la famille, mais c'est pas avantageux, c'est pas quelque chose qui est facile à assumer. Il y a beaucoup de choses à revoir. Les espaces pour allaiter, parce que juste après que j'ai été élue, par exemple, il fallait que j'allaite. Le Parlement était tous les jours, quand il y a le budget, c'est tous les jours. Si la CLAP de l'Assemblée ne m'avait pas prêté gentiment son bureau pour que je puisse retirer mon lait, j'aurais eu à arrêter à allaiter pour faire un choix entre les deux. Donc les conditions doivent vraiment être changées pour que plus de femmes puissent s'engager. Une fois qu'il y aura plus de femmes qui s'engageront, les règles du jeu vont changer. Voilà, donc, suite à ce que vous venez de dire, Johanna Béranger, les conditions, c'est clair, ne sont pas du tout réunies pour encourager la femme à entrer en politique. Ce n'est pas qu'en politique non plus, qu'on voit toutes ces inégalités, qu'on ressent justement, c'est un monde d'hommes, c'est aussi dans d'autres sphères de la vie du pays, en économie par exemple. A-t-on déjà vu à Maurice, en plus de 50 ans d'indépendance, une ministre des Finances, femme, donc une ministre des Finances, ou même un gouverneur de la Banque centrale, la directrice même d'une banque commerciale? Pourquoi et surtout comment changer la donne, Adrien Duval? Vous avez raison. Il y a un long chemin à faire, mais pour parler des difficultés que les femmes éprouvent en campagne électorale, c'est clair qu'il y a des difficultés particulières que nous devons admettre pour la femme. Le Parlement, Johanna a bien dit, les facilités même ne sont pas réunies. Et la question, c'est comment on peut valoriser la femme pour son intelligence, pour ses valeurs, pour ses capacités. Et je pense qu'on ne peut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exemple sont les actions et pas les paroles. Il faut pouvoir le faire. Si nous avons notre ministre des Finances au PMSD qui est une femme, la trésorière, c'est qu'on valorise. Mais c'est pour moi le plus gros problème de l'inégalité qui existe en politique aujourd'hui. Je le redis, c'est avant tout l'accès de la femme en politique. Généralement, les femmes qui sont et je suis sûr que vous allez tous d'accord avec moi, Stéphanie, les femmes qui sont aujourd'hui en politique sont des femmes qui ont dû tout sacrifier. Au niveau de leur carrière professionnelle, au niveau de la famille, Johanna, pour elle, ça marche. C'est pas toutes les femmes que ça marche, parce que peut-être que, j'ai dit tout à l'heure, le congé paternité, par exemple, est de 6 jours à l'année. Les employeurs ont moins tendance à donner de release les employés hommes pour les raisons des enfants. Donc, tout ça fait que ça ne permet pas à une femme aujourd'hui de pouvoir prospérer en politique, sauf si elle a de la chance d'avoir tous ces éléments qui sont réunis. Mais ces éléments-là ne s'appliquent pas à nous les hommes. Pour nous, c'est beaucoup plus facile. Donc, je suis d'accord, j'admets qu'il y a un problème, et c'est un problème de fond.
il faut avant tout identifier le problème. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'on donne la parole à Stéphanie, à des femmes ici présentes, pour nous expliquer le problème, comme vous le ressentez, vous. Moi, par exemple, j'ai eu ma colistienne Malini en 2014. Je travaille toujours avec Malini à Kirby. Le travail marche extrêmement bien entre nous. Nous avons le respect mutuel. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait, qu'elle prend le leadership, et d'autres non, mais c'est un accord. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais je réalise que peut-être pas tout le monde est comme moi ou comme Malini. Mais c'est à vous de nous dire exactement comment vous pensez. Et la solution doit venir de la femme elle-même. C'est pas les hommes sont malheureusement bias et ne trouveront jamais vos problèmes comme étant des problèmes, en tout cas au même niveau que ceux de la femme. C'est un problème qui est vraiment la femme d'identifier, la femme politique. On n'entend pas assez les femmes politiques dire, comme Johanna a dit, c'est la première fois que j'entends un député dire qu'elle a eu un problème d'allaiter son bébé ou d'extraire son lait au Parlement. C'est quelque chose de tabou, mais qui ne devrait pas être tabou. Si on voit d'autres pays, le Premier ministre néo-zélandais est venu avec son enfant, il n'y a aucun problème. Mais il faut que plus de députés femmes parlent de tout ça. Johanna a cassé le tabou, mais il faut parler plus. Ce n'est pas nous, malheureusement, qui pouvons casser ce tabou-là. Ouais. C'est ça, ce monde d'hommes-là, je pense, on peut l'illustrer avec vos expériences subjectives. Subhashini Lakshman-Roy, vous qui avez fait votre Maiden campaign, comment ça a été? Culture shock, le rapport? Choqué, culture shock, oui, mais juste pour rajouter ce que vous avez dit, bon, malheureusement, moi j'ai pas de bébé. non, j'ai 2 enfants. Ah, okay. Alors, lors de la campagne, bon, juste pour commencer, quand le first meeting avec le Premier ministre, il m'a dit qu'il voulait plus de femmes. Mais malheureusement, de par, je ne sais pas, la société, les bullying qui se passent sur Facebook, etc., il y a moins de femmes qui veulent venir de l'avant pour être candidat. J'ai dit, ok, je rentre à la maison, il y a mon époux qui est là, j'ai 2 enfants, il y a, en 2019, l'aîné avait 3 ans, le petit avait 16 mois. C'était assez dur pour moi. Mais mon époux m'a dit que, écoute, this is your battle and we will support you. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Bon, pas tout le monde qui ont la chance, définitivement. Mais sauf que je crois que, we as women, on doit, à un certain moment, comme si, set the foot down et dire que, écoute, ok, housewife, mais là, je ne dis pas que j'ai house husband, non, mais he works from home, mais il s'occupe, les enfants sont en vacances, il a pris les enfants, il part pour se promener, etc. Like, it's a normal thing. Je crois que c'est cette mentalité qu'on doit changer, que, écoute, toi, femme, 20h, tu vas finir tout dans la case, hein, so, oui. Non, je reste, je travaille, je suis dans la circonscription, je pars dans des activités, I drive alone, on me dit que, attention quoi, je suis une femme, et alors, so what? Non, je ne suis pas vulnérable. I am strong and I know, je crois que c'est ce qu'on a besoin. Et pour rajouter à ce que Johanna a dit, que quand même, média aussi a cette rôle à jouer, j'ai jamais entendu une question à Adrien. So how does it feel to be a man in politics? Very good. How does it feel to be a father in politics? Ça vient pas. C'est tout le temps comme si la femme. Alors, comment tu te sens d'être femme en politique? Je me sens aussi féminine que ça, et je me sens encore plus powerful parce que pourquoi? En tant que femme, on dégage le respect aussi dans la circonscription. Comme vous avez dit, que des fois c'est très loud, c'est très comme si actif, les activistes, etc. Comme si madame, etc. Mais avec nous, comme si les femmes, c'est un peu plus madame, s'il vous plaît, si c'est possible. Un petit peu plus de diplomatie, je crois, envers les femmes. Et ça va changer aussi cette culture des activistes. Qui auparavant, comme on le dit si bien, Baz, Kitiena, etc. Maintenant, ça change un peu. Baz, Gabriani, Jules, the normal things. Voilà. Je crois, Stéphanie Anquetil, vous vouliez intervenir? Alors, rapidement, pour dire qu'au niveau de la campagne électorale elle-même, j'ai eu l'occasion, la chance, je dois dire, d'avoir participé dans plusieurs campagnes. Mais enfin, je pense que Johanna sera d'accord avec moi. Même dans le passé, quand Johanna n'était pas là, c'était à l'époque Françoise Abel qui était là, on n'a jamais eu dans notre circonscription, en tout cas, je parle pour la circonscription de Valois-Floréal, là on parle de quand même plus de 46 000 électeurs, il n'y a jamais eu de coup bas envers les femmes dans cette circonscription, quel que soit le parti. Il y a toujours eu un minimum de respect, et même dans les discours.
on a à défendre notre parti, notre siège, se faire élire, mais je ne crois pas que ce sont des thèmes à envoyer de la bouche, jeter de la bouche, X, Y, Z va me permettre de... C'est même pas dans ma mentalité, j'y pense même pas, quoi. C'est pas, on a des arguments, on défend le point, on a un programme électoral, et c'était ça, j'étais concentrée dessus, ça a été toujours comme ça a été comme ça quand François Isabelle était là, Johanna était là, et non, on n'a jamais eu de gros problèmes. Bon, c'est vrai que nous, en tant que femmes, ça demande plus d'organisation au niveau de la sécurité, je vais être honnête avec vous. Ok, au niveau de la sécurité, on ne peut pas se permettre, en pleine campagne électorale, bon, il y a toujours une appréhension quelque part, en toute honnêteté. Alors moi, ce que je voulais dire, on est tous d'accord que la politique est un monde d'hommes. Okay, c'est une affaire d'hommes. Depuis des années, dans beaucoup de pays, dans presque tous les pays, ça a été le cas. Mais ce que j'ai envie de dire, parce que je reviens sur ce que dans le rapport Sachs, M. Sachs dit dans son rapport sur la réforme électorale, il dit « Great Democracy Deficit » en ce qui concerne la représentation des femmes. La question que je me pose aujourd'hui, tous les leaders politiques sont disposés à tenir coup de pouce. Je pense aux prochaines élections, il y aura encore, je l'espère, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, on va se battre pour ça. Nous, en tout cas, au sein du Parti travailliste, on va s'asseoir autour d'une table et parler aux leaders et pour lui dire qu'il faut encore augmenter le nombre de femmes. Mais la question qui se pose, les leaders politiques peuvent dresser la liste de tant de femmes. La question primordiale, est-ce qu'elles seront élues? C'est ça qu'ils peuvent venir avec, je ne sais, 40 femmes, allons dire, ok, bon, j'exagère, hein, sur une liste de 60 candidats, allons dire qu'ils arrivent avec 30 femmes, mais la question le plus importante, est-ce que ces femmes seront élues? C'est là que je viens dire que je pense, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la formation des électeurs. Okay? La formation des électeurs pour un choix éclairé lorsqu'ils se retrouvent dans l'isoloir. Okay? Et là on revient sur les stéréotypes, femmes, etc., etc. Et puis il y a un autre truc, on doit se rendre à l'évidence. Est-ce que nous représentons plus de 52% les électrices dans notre pays, ok? Nous sommes à 52%, mais à peu près, plus ou moins. Alors, est-ce que la femme vote pour la femme? C'est la question que l'on pose. Par exemple, si vous allez dans une circonscription précise, vous voyez le pourcentage de femmes, mais est-ce que ça reflète, allons dire, le résultat? Et dans certains cas, vous comprenez que si toutes les femmes avaient voté pour la candidate femme, ben probablement plus de femmes auraient été élues en tout cas. Alors moi je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation des électeurs. Merci. Je pense que... Non, c'est politically correct de dire ça. Bon, Dave Sanassi voulait intervenir à ce sujet-là. Vous y avez pensé, vous, à l'éducation des électeurs? Oui, ce n'est pas uniquement l'éducation des électeurs. Je vois les choses un peu plus en amont. À l'école primaire, nous sommes dans des écoles mixtes. Partons au collège, surtout au collège élite, ok? Ben là, c'est divisé. Saint-Esprit, Queen, Lorette, si on ne commence pas quelque part très tôt, à l'adolescence, à préparer les jeunes à la politique. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes d'origine française, donc au lycée, on apprend les sciences politiques, on apprend la Constitution française, on apprend l'histoire, on apprend les sciences économiques. Donc, ces jeunes, à l'âge de 18 ans, en quittant le collège, ils sont préparés, pas uniquement mathématiques, chimie, physique, ils sont préparés à la vie politique et quelque part, ils sont plus intéressés à participer dans la vie politique quand ils sont plus tard, après l'université ou dans la vie active. Une chose. Deuxième chose, on appelle Monsieur le Premier ministre, encore une fois. Non, parce que c'est aberrant ce pays, quelque part, où les employeurs peuvent empêcher des employés pour participer dans la vie de leur société. Excusez-moi, c'est quand même anticonstitutionnel d'empêcher un employé de participer, ne serait-ce que
dans le gouvernement local, pardon. Les générales ne parlent même pas. Okay, que ce soit des banques, des grandes sociétés ou même des petites sociétés. Et pareil, Tati, comme tu dis, rien. Donc si on ne change pas les choses à la base, ben, dans 20 ans, on va brailler la même chose. Bien sûr. Au niveau de l'éducation, il faudrait peut-être préciser qu'il y a eu quand même un petit pas en avant avec le Nanya School, avec la réforme du système éducatif. Maintenant, quand vous parliez d'El-Shanassi, du Queen Elizabeth College, de Royal, etc., maintenant c'est mixte. C'est peut-être un petit pas en avant, mais ça reste un pas en avant. Et quand on... Voilà, les académies maintenant, c'est mixte. Il y a les filles et les garçons, donc il y a les filles qui vont au collège Royal et les garçons qui vont au collège Queen Elizabeth. C'est peut-être un peu comique, ça fait rigoler un peu certains, mais au moins c'est un pas en avant pour encourager cette mixité. Et j'ai entendu un petit grondement de ce côté quand Stéphanie Anquetil a affirmé c'est un fait, la politique est un monde d'hommes. Non, ce n'est pas un fait, c'est un constat et c'est le système qui nous impose cela. C'est un fait, oui, mais nous ne sommes pas tous d'accord. C'est ce que j'ai bien compris donc de ce côté-là. Et puis une petite rectification aussi par rapport à ce que j'ai dit au départ, à quand une première ministre, donc à Maurice, à quand un gouverneur femme de la Banque centrale, il faut juste souligner qu'il y a quand même une femme à la tête d'une banque commerciale, et là on parle du secteur privé bien évidemment, c'est la Hong Kong Bank. Alors je pense que sur ce point-là, on va clore ce quatrième thème